Coucou, bienvenue dans Clitosaure, je m'appelle Adèle et aujourd'hui on va parler travail du sexe et féminisme avec Missungi. Salut. Coucou. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter? Je m'appelle Missungi, je suis travailleuse du sexe. Ça veut dire plein de choses, je fais plein de sous-métiers, on va dire. Donc je suis actrice porno, je suis domina et je fais aussi de l'éducation sexuelle. Je suis aussi un peu plasticienne, je fabrique des clitos, des chattes, en toutes sortes de matières. Trop cool. Et du coup, l'éducation sexuelle, ça se passe comment? Je travaille avec un public adulte, dans des festivals, dans des lieux, genre des bars, des librairies, des endroits qui veulent bien me donner un petit espace pour que je fasse ça. T'as parlé un peu du travail du sexe qui regroupe plein d'activités. Est-ce que tu veux bien définir ce qu'est le travail du sexe? Pour moi, le travail du sexe, c'est n'importe quel travail qui implique un échange de services sexuels. Ça commence tôt, je veux dire, c'est pas obligé que ce soit pénis dans vagin, tu vois ce que je veux dire. Donc par exemple, une stripteaseuse, pour moi, c'est du travail sexuel. Parce que ce que tu vends, c'est de l'érotisme, de l'excitation sexuelle. Ouais, ça englobe vraiment tous les travaux où ce que tu vends, c'est l'excitation sexuelle ou quelque chose qui a un rapport avec la sexualité, quoi. Toi, comment tu t'es tournée vers le travail du sexe? En faisant des études, dans la fac où j'étais, il y avait moyen de faire un master en études du genre. Donc, il fallait écrire un mémoire. J'avais envie de parler de sexualité, puis surtout, j'avais envie de parler de pornographie, parce que c'était un sujet qui me parlait. Enfin, moi, je regardais beaucoup de pornographie, enfin, beaucoup. Disons que j'en regardais. Je voyais bien qu'en tant que meuf, c'était assez particulier comme situation, parce que ce soit le patriarcat ou que ce soit les féministes, j'avais l'impression que tout le monde trouvait ça pas normal que je regarde du porno. Il y a 10 ans, le discours féministe anti-porn était beaucoup... féministe abolitionniste, etc. était beaucoup plus... En fait, en vrai, là on est dans un petit milieu, mais en vrai, encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, le discours mainstream féministe, c'est un discours anti-porn abolitionniste. Donc je me disais, putain, il y a un sujet là... quand le patriarcat et le féminisme sont d'accord, il y a quand même un sujet. Ouais, c'est clair. Toi, tu regardais quel type de porno? Du porno mainstream. Je regarde toujours du porno mainstream d'ailleurs. C'est pas du tout quelque chose qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est pas le contenu du porno ou les pratiques qui sont montrées ou les corps qui sont montrés. Ce qui me gêne, c'est les conditions de travail dans lesquelles sont faits tel ou tel porno. Donc je fais attention à ça quand même. Je paye ma pornographie. C'est encore le meilleur moyen de s'assurer que les gens qui l'ont fait sont payés. Ouais, c'est clair. Et puis, je choisis quand même des producteurs, donc je connais un peu les pratiques, etc. Et le mieux aussi, c'est de regarder les trucs indépendants faits par des meufs, genre des camgirls et tout, qui peuvent faire des trucs finalement assez mainstream. Mais au moins, c'est des meufs qui le font. Mais voilà, c'est ça, c'est indépendant, quoi. Donc j'ai écrit mon mémoire là-dessus. Et en écrivant ce mémoire, j'ai eu envie de rencontrer des meufs qui étaient féministes et qui n'étaient pas contre la pornographie ou contre la prostitution et qui voulaient bien en parler. Et donc j'ai rencontré un peu toute la scène queer, féministe pro-sexe de l'époque. En discutant avec elle, je me suis rendu compte que j'avais vachement de points communs, de centres d'intérêt en commun, d'affinités avec elle. Et puis après ça s'est fait un peu naturellement. Il y a eu une soirée post-projection de film, c'était un film d'Émilie Jouvet qui s'appelait Too Much Pussy. Et ce film était projeté au MK2 Beaubourg, et après à la mutinerie, il y avait une soirée avec les performeuses du film qui faisaient un petit cabaret. Et il y avait notamment Wendy Delorme et Louise Deville. Moi, dans cette soirée, j'avais un peu bu et j'ai commencé à draguer Wendy. Je lui ai touché le cul, même, on peut dire ça comme ça. Mais ceci dit, elle s'est retournée et elle l'a pris sur le ton de l'humour et elle m'a dit « Ah mais toi t'es chaud !» Puisque c'est comme ça, viens avec moi. Et donc elle m'a embarquée dans les coulisses et elle m'a dit « Écoute, je rentre pas dans mon costume de ce soir pour participer à la performance de Louise. Et du coup, puisque t'as l'air chaud là, tu vas le prouver, puis tu vas mettre le costume et puis tu vas faire mon rôle. » Mais non. Si, donc c'était un peu la punition, tu vois. Mais ça c'est ouf. Mais c'était cool. C'était une performance de Louise Deville qui était en chatte géante, un peu genre en mode Godzilla, tu vois, et qui arrivait sur la ville, donc c'était un costume de chatte géante, avec une musique stressante, tu vois. Et il y avait un tas de personnages qui passaient pour essayer de dompter la chatte géante. Donc il y avait un prêtre qui essayait de l'exorciser, il y avait une esthéticienne qui essayait de la raser, et moi, donc j'étais l'infirmière gynéco, tu vois, qui arrivait avec son spéculum pour essayer d'ausculter la chatte géante. Oh, mais c'est trop drôle. Voilà, donc j'ai fait ce truc, et puis Louise Deville, qui à l'époque déjà organisait des cabarets burlesques, néo-burlesques, m'a dit écoute, c'était super, si t'as envie de continuer, moi je tiens un cabaret tous les 3e jeudis du mois, si tu veux je te forme. Et voilà, j'ai commencé par ça, par le néo-burlesque. Ensuite j'ai fait pas mal de photos, donc j'étais modèle. Ensuite j'ai découvert le shibari. C'est une pratique qui consiste à attacher ou à être attaché avec des cordes, ça peut être au sol ou suspendu à l'aide de cordes toujours. Voilà. Après,
il y a autant de manières de le pratiquer que de gens, donc il y a des gens pour qui c'est sexuel, d'autres pour qui c'est méditatif, introspectif, d'autres spectaculaire, artistique. Et du coup, ouais, t'as fait du shibari. Ça a été un peu mon entrée dans le BDSM et la découverte du fait que j'aimais bien ça. Donc j'ai commencé par faire des performances vraiment néo-burlesques, et puis petit à petit ça a dérivé vers un truc un peu plus punk, indescriptible. Voilà, et donc tous les éléments qui traversaient un peu ma vie, je les ai fait rentrer un peu dans ma pratique performative. C'est comme ça après que t'es devenue domina? Au départ, je me faisais attacher quand j'ai découvert le shibari, c'était moi qui étais plutôt du côté du soumis, et c'était chouette, et j'ai vraiment adoré explorer tout ça, mais c'était assez confortable, c'était assez facile en tant que femme, parce que tu sais exactement comment tu dois te comporter, alors que essayer de dominer, dès le début, j'ai senti que c'était un challenge, quoi, que c'était genre... Waouh, me sentir crédible, me sentir légitime, pas avoir l'impression d'être ridicule, et aussi trouver ma manière, parce que j'avais pas non plus envie de me déguiser en Catwoman pour avoir l'air sérieuse. Ou de prendre une grosse voix. J'avais envie d'être charismatique sans être obligée de me déguiser. Donc ça a été un travail qui m'a fait me rendre compte de tout un tas de constructions que j'avais pas du tout capté avant. Enfin, tu vois, j'étais persuadée que j'étais indépendante, forte. Enfin, je me sentais pas du tout soumise dans la vie, tu vois. D'ailleurs, je pense pas que je l'étais, mais par contre, je m'autorisais pas forcément à être dominante, par ailleurs, quoi. Et maintenant, du coup, tu trouves que dans ta vie de tous les jours et hors sexe, t'arrives plus à être dominante ou à t'imposer? Je pense qu'en fait, surtout, ce que ça fait le BDSM, c'est que ça met en lumière les rôles que tu joues dans la vie. Et en fait, en les jouant, et là, tu fais « Ah, en fait, je joue exactement le même rôle que d'habitude !» Tu vois, c'est juste, ça questionne. Ça change pas forcément ta manière d'être au monde, mais ça la rend plus consciente. T'as plus conscience, en fait, de ce qui est en train de se jouer là, de ce qui se passe là. Putain, c'est trop intéressant. Est-ce que t'as ressenti un peu d'empowerment en te tournant vers le travail du sexe? Pour moi, le travail du sexe, avant la question du sexe, ce qui était vraiment cool, c'était le fait d'avoir un travail qui me laisse une grande part de liberté, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je choisis mes horaires, je choisis mon lieu de travail, je choisis les gens avec qui je travaille, je choisis mes tarifs. En fait, je choisis plein de choses. J'ai aussi une espèce de précarité. Je cotise pour rien, ni le chômage, ni les congés payés, ni rien du tout, tu vois. Donc, j'aurais pas de retraite. Mais à côté de ça, je suis mon propre patron. Donc, le premier truc, ça a été ça. Ça a été, hey, j'ai beaucoup plus de temps libre, en gagnant pas forcément plus, mais en travaillant moins, je gagne la même chose, quoi. J'ai beaucoup plus de pouvoir là-dessus, quoi. Ouais, c'est clair. Du coup, comme tu te challengeais vachement en étant domina, est-ce que ça a été challengeant aussi de tarifer ça? Pour moi, c'est hyper confortable. Ça m'est arrivé 2 fois où la personne me plaisait, le client me plaisait, tu vois, et je me suis dit, vas-y, on prend rendez-vous sans argent, tu vois. Et en fait, à chaque fois, ça a été un fiasco total. Ah ouais? Parce que, je sais pas, ça marchait pas. Toute l'hétéronormativité me retombait sur la gueule. Ah ouais. Et genre, tout à coup, il y avait toujours un moment où ça finissait par dévier sur un rapport hétéro basique. Le fait que tu me payes à la fin, et je sais pas, ça pose un truc qui garantit le cadre et qui, moi, me rassure. Finalement, j'utilise là les outils du capitalisme. Le rapport de domination entre toi et moi, il est dans ce sens-là, parce que c'est toi qui payes pour être là. Et pas le contraire. Dès le début, t'as fait payer... Quand j'ai commencé à faire de la domination tarifée, je savais pas encore que je pouvais y prendre du plaisir. Je le faisais comme un taf, comme de la performance, quoi, tu vois. C'était un personnage et je jouais mon personnage de dominatrice. Je savais pas encore que je pouvais vraiment y prendre du plaisir. C'est venu au fur et à mesure. Au bout d'un moment, j'ai fait « Hey, mais non seulement je suis de plus en plus à l'aise, mais en plus je kiffe !» Ouais, c'est vrai qu'il doit y avoir quelque chose d'hyper jouissif, en fait, à dominer des mecs cis blancs. Ouais, même avec d'autres genres, c'est cool aussi, hein. Mais c'est différent. C'est vrai que je vois bien que ça appuie pas sur les mêmes boutons chez moi, quoi. Ouais, je comprends c'est bien. quand même différent. Par rapport à la thématique de la vidéo, qu'est-ce que t'évoques la phrase pas de féminisme sans les putes, qu'on peut retrouver souvent sur Insta ou dans les manifs? C'est ça qui m'a plu dans le féminisme pro-sexe, ou même pro-choix en général. Comment on peut se dire féministe et exclure un certain nombre de femmes, tu vois, celles qui portent le voile, celles qui sont putes, celles qui sont trans, ça connecte pas. J'essaye d'avoir de l'empathie et tout, j'essaye de me mettre à leur place, et en fait je me dis non, je comprends pas. Donc pour moi c'est une évidence, en fait. Surtout que bon, pour le coup, les putes dans l'histoire du féminisme, elles ont une place importante. Il y a quand même beaucoup de mouvements initiés par des putes. Par exemple, le féminisme pro-sexe,
il est né avec Annie Sprinkle. Annie Sprinkle, c'est une actrice porno, super connue des années 80. Aux États-Unis, il y avait vraiment un fort mouvement féministe anti-porn. Et elle s'est élevée contre ça, donc notamment pour réclamer des droits pour les travailleurs du sexe, mais ensuite ça s'est étendu et elle a créé le Cervix Show, où elle faisait un spectacle où elle montrait donc son col de l'utérus, où elle a fait un gros taf sur l'éducation sexuelle, de manière ludique et fantasque. C'est elle aussi qui a pas mal développé le mouvement écoféministe. Donc ouais, Annie Sprinkle, grosse figure pour moi du féminisme, et c'est une pute quoi. Ouais. Et du coup, pourquoi c'est féministe d'être travailleuse du sexe ? C'est pas forcément féministe en soi. Enfin, tu vois, tu peux être une femme et pas féministe, tu peux être une pute et pas féministe. Mais en tout cas, le travail du sexe, c'est comme tout, c'est politique. Ça touche à le rapport au corps de manière générale, le droit qu'on accorde aux femmes de disposer librement de leur corps, le fait les putes sont toujours infantilisées. Genre, on pense que, en fait, celles qui disent qu'elles sont d'accord pour faire ça, c'est parce que elles sont aliénées ou traumatisées, que c'est des victimes, enfin, on nous infantilise. Donc, ça touche à des trucs que les femmes dans leur ensemble subissent, en fait, mais là, ça se cristallise, ça se met en lumière d'autant plus. Puis c'est drôle que ça choque tant que ça, que nous, on tarife des services sexuels, quand techniquement le mariage hétérosexuel c'est quand même une espèce de travail du sexe déguisé, enfin traditionnellement en tout cas, peut-être c'est un peu moins ça aujourd'hui, on commence à déconstruire un certain nombre de choses, mais voilà, à la base le droit de cuissage c'est quand même pas nous qui l'avons inventé quoi. Ça a pas tant que ça évolué, puisque genre si on considère les différences de salaire, c'est souvent les mecs qui quand même ramènent la thune et tout, et il y a un sentiment on se sent redevable en fait envers la personne avec qui on vit il y a plein de dynamiques qui font que comme on n'est pas dans une société égalitaire, qu'il y a des rapports de domination entre les hommes et les femmes qui sont favorables aux hommes, de fait ça crée des situations où les femmes qui font l'amour gratuitement le font vraiment gratuitement dans tous les cas. Je pense que justement le travail du sexe vient appuyer là-dessus, tu vois, vient faire genre on va le tarifer quoi. Voilà, c'est ça. Alors qu'au contraire, c'est aussi une manière de gagner en indépendance et de, comme tu disais tout à l'heure, d'être son propre patron, que de se dire ok vous avez décidé d'utiliser mon corps et de vous faire de la thune dessus, maintenant c'est moi qui vais faire de la thune sur mon propre corps quoi. Ça nous permet aussi dans une certaine mesure de créer nos propres esthétiques, de reprendre la main, tu vois, le male gaze et le female gaze. Quand une cam girl crée ses propres contenus, que c'est pas écrit ou réalisé par un mec, ça lui permet aussi du coup de montrer ce qui elle l'a fait fantasmer, ce que elle trouve beau, ce que elle trouve sexy. Puis en vrai il y a plein de mecs hétéros qui sont très contents de ça, parce que en fait même eux genre ils sont saoulés par le mainstream voilà aussi, tu vois, donc c'est juste trois connards qui ont décidé qu'il y avait que les blondes à gros nichons qui étaient intéressantes. En fait même si les blondes à gros nichons sont super intéressantes, il y en a qu'elles quoi. Oui voilà, il y a pas qu'elles. Et du coup est-ce que t'as des recommandations en lien avec le sujet? Je vous conseille de suivre le compte de Tan Polyvalence. Je crois qu'elle a un Instagram qui s'appelle Par et Pour. Il y a bébé, elle a écrit Balance ton corps. C'est une espèce de manifeste donc où elle explique qu'elle est une salope et qu'elle est contente de l'être et que c'est cool et pourquoi, et donc c'est assez politique. Ok, trop cool. Et sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver? Alors on peut me trouver sur Insta, je suis encore un peu sur Facebook, notamment pour mes ateliers d'éducation sexuelle. Je trouve que la fonction événement est quand même pratique sur Facebook. C'est clair. Du coup j'ai une page qui s'appelle Le Petit Bordel de Missungi. Voilà, et sinon je suis sur Twitter, sur OnlyFans, mais là c'est plus pour mes activités tarifées. Ok, voilà. Trop cool. Merci beaucoup. De rien.